Bonjour et bienvenue à tous dans Demain à la Une, le magazine qui vous parle des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Consolider le cessez-le-feu et initier un processus politique en Syrie, c'est l'objectif affiché des négociations d'Astana parrainées par la Russie, la Turquie et l'Iran et qui se tiendront donc le 23 janvier. Une invitation a aussi été envoyée à l'administration Trump qui vient de prendre ses fonctions à Washington ce vendredi. Après une présidentielle en 2 temps, Alexander Van der Bellen, l'écologiste qui s'est présenté en candidat indépendant, va être investi le 26 janvier président en Autriche. Mais quel est le rôle de ce président et où en est l'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir dans ce pays? Des questions auxquelles répondra Caroline de Camaret en deuxième partie de cette émission. Et pour finir, une note un peu plus positive avec la très attendue cérémonie des Oscars qui aura lieu mardi prochain aux États-Unis. Un grand rendez-vous du 7e art et un tapis rouge foulé par les grandes célébrités de ce monde. La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea, des films dont on va certainement parler dans quelques jours. Les détails avec Olivia Salazar à la fin de cette émission. Bienvenue à tous. Nous commençons donc cette première partie. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, d'abord ici au studio, Toufik Benaïchouch, qui est journaliste au service international à RFI. Bonjour Toufik. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous avons avec nous, en direct de Moscou, notre correspondante à France 24, Elena Voloshin, notre correspondante à Moscou. Donc, bonjour Elena. Bonjour. Un nouveau round donc de négociations sur l'avenir de la Syrie aura lieu le 23 janvier. Ça sera à Astana, une rencontre parrainée, comme je le disais en titre, par la Russie, la Turquie et l'Iran, avec pour objectif affiché de consolider le cessez-le-feu en Syrie et surtout d'initier la participation des chefs de combattants sur le terrain au processus politique voulu par les parrains. Je commence avec vous, Toufik. La rencontre du 23 est prévue donc dans la capitale kazakh et comme je le disais encore une fois, là, elle fait suite à ce cessez-le-feu qui a été annoncé par Moscou, Téhéran et Ankara le 29 décembre dernier. Tout d'abord, où en est cette trêve, ce cessez-le-feu ? Alors écoutez, il faut préciser que le cessez-le-feu concerne grosso modo tous les groupes armés qui se battent en Syrie, à l'exception de la représentation d'Al-Qaïda sur le terrain et à l'exception également de la représentation de l'État islamique. Pour Al-Qaïda, c'est El-Nosra anciennement et aujourd'hui Jaish al-Shem, je crois. Voilà. Donc ces deux groupes-là, les plus importants, ceux qui ont la plus grande puissance de feu sur le terrain, en sont exclus. Tout le reste, alors il y a une pléiade de petits groupes armés, on s'est amusé à les compter une fois, il y en a 93 ou 95. Tous ceux-là, eh bien, sont éventuellement concernés par le cessez-le-feu s'ils en font la demande. Mais pour l'instant, un cessez-le-feu a déjà été conclu, un peu du même type que le cessez-le-feu qui a été conclu sur la ville d'Alep. Vous vous souvenez, quand les troupes syriennes ont reconquis la ville, à un moment donné, Bachar el-Assad, si vous voulez, a proposé à des groupes y compris djihadistes qui se battaient ou islamistes, eh bien écoutez, on fait un cessez-le-feu, vous rendez les armes et en échange vous avez l'impunité. Ça a marché. Le cessez-le-feu qui a été conclu, donc, auquel vous faites allusion, il concerne surtout la région de Wadi Barada. Pour ceux qui connaissent Damas, Barada c'est le fleuve qui traverse la ville. La région de Wadi Barada, elle est essentielle parce que qui la contrôle les ressources en eau pour pratiquement Damas. Et ça marche plus ou moins pour le moment. Alors, hier, si je me souviens bien, finalement, les groupes qui se battaient contre l'armée syrienne ont finalement accepté un cessez-le-feu. C'est sans doute un geste de bonne volonté aussi en attendant la réunion du 23. Alors, Elena, je me tourne vers vous. Les responsables russes voulaient que cette rencontre vienne consolider donc ce cessez-le-feu, mais surtout initier un processus politique qui est quand même important pour l'avenir de la Syrie. Mais qui est invité autour de la table des négociations pour Astana ? Mais effectivement, les Russes, en fait, ils veulent que ces pourparlers soient extrêmement inclusifs. Pourquoi ? Parce que c'est un peu l'heure de gloire de la Russie dans ce conflit syrien. La Russie qui a obtenu une victoire donc à Alep en appuyant par des frappes militaires les troupes de Bachar al-Assad. Et tout de suite après, Vladimir Poutine il a annoncé ses négociations à Astana. Astana, ce n'est pas un lieu choisi au hasard. C'est un lieu très important, stratégique pour cette espèce de nouveau pôle mondial
mondiale que veut instaurer Vladimir Poutine, à savoir l'Eurasie. C'est là qu'a eu lieu la naissance de l'Union eurasiatique économique entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, rejointe ensuite par l'Arménie et le Kyrgyzstan. Donc c'est un lieu stratégiquement important pour Vladimir Poutine et c'est là où vraiment il veut réunir tout le monde. Donc la Russie veut effectivement donc tout le monde, ça serait inclusif. Qui? Oui. Alors, tout le monde, jusqu'à présent, on sait qu'à peu près 14 groupes rebelles seraient d'accord pour participer à ces pourparlers. Tous ces derniers jours, les Russes n'ont eu de cesse de dire que d'autres groupes voulaient rejoindre ces pourparlers. Notamment, il y a eu des annonces en Syrie. Le Centre pour le processus de paix dit qu'il reçoit tous les jours des demandes de groupes rebelles qui voudraient rejoindre ces pourparlers. Ces affirmations russes, elles sont peut-être un petit peu contradictoires avec ce qui se passe en réalité, parce qu'on sait également que de leur côté, les organisations de combattants ont eu du mal à se mettre d'accord ces dernières semaines, notamment en Turquie, pour savoir est-ce qu'il fallait aller à ces pourparlers organisés par les Russes, alors qu'on sait que forcément les Russes et les Iraniens sont en position de force, qu'il n'y aura probablement pas de négociation sur le départ de Bachar al-Assad. Donc les groupes rebelles sont extrêmement divisés par rapport à cela. Pour répondre à votre question, jusque-là, à peu près 14 organisations, dont certaines même qui étaient extrêmement contestées par la Russie. Elena, les États-Unis de Donald Trump veulent se désengager de ce dossier syrien. Alors l'invitation a été envoyée, il n'y avait pas encore de réponse. De toutes les manières, l'investiture s'est faite là ce vendredi. Mais surtout, est-ce que le fait que les États-Unis sortent de ce dossier et laissent la Russie mener le bal quelque part, est-ce que c'est quelque chose qui va déséquilibrer un peu les choses pour la résolution du conflit syrien ? Alors, de dire que les États-Unis sortent de ce dossier, c'est peut-être aussi un petit peu tôt, puisque Donald Trump n'a pas encore pris ses fonctions. Il les prend aujourd'hui, donc il faut voir quelle sera sa position sur ce dossier. Mais ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine a vraiment profité de cette période de transition aux États-Unis, où il y a une passation de pouvoir, pour se placer, lui, en position de force et mener cette offensive sur Alep qui a vraiment, véritablement marqué un tournant dans ce conflit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment au premier plan sur la scène internationale, d'autant plus que face à lui, il a un Donald Trump qui n'est pas compétent pour mener ce genre de dossier, et sur le plan de la politique internationale, qui est qui est complètement en admiration, si vous voulez, devant Vladimir Poutine, donc qui certainement ne sera pas être un contrepoids et ne le voudra pas très certainement à Vladimir Poutine dans ce dossier. Oui, il faut tout à fait dans le droit fil de ce que vient de dire votre correspondante. Il ne faut pas oublier que déjà Obama, quand il avait décidé, il avait dit, vous vous souvenez, la ligne rouge à franchir, c'est l'utilisation d'armes chimiques par l'armée de Bachar el-Assad, on bombardera et tout. Il ne l'a pas fait finalement. Il a obtenu plus d'ailleurs, puisqu'il a obtenu le désarmement grâce à Poutine, effectivement, le désarmement chimique complet du régime de Bachar el-Assad. Mais déjà, il y a une espèce de désengagement où les États-Unis, au départ, disaient comme la France, on peut négocier, mais pas question de négocier avec Bachar el-Assad. Ensuite, ils ont mis de l'eau dans leur vin, et finalement, les États-Unis sont amenés à l'idée que défend Poutine, c'est-à-dire qu'il faut au moins négocier au début avec Bachar el-Assad, une phase de transition. Donc le désengagement a déjà commencé avec Obama. Il va se poursuivre avec Donald Trump, puisque le grand but pour les États-Unis, c'est, si vous voulez, pour aller très vite, de sous-traiter la question proche-orientale aux Russes. Donald Trump dit ils s'en sortent mieux que nous, ils sont plus futés. C'est un pragmatique. Oui. Alors, autre signe, Donald Trump, il y a 2 jours, a reconduit dans ses fonctions le monsieur État islamique de Obama, c'est-à-dire le conseiller d'Obama qui était en charge du dossier de l'État islamique. Et bien Donald Trump l'intègre dans son équipe. Alors, juste en quelques mots, on n'a pas beaucoup de temps, mais quel est le rôle que peuvent jouer les pays arabes dans tout ça ? Ils auront un rôle à jouer. Alors, pas tous les pays arabes, mais pour aller très vite, vous savez aussi bien que moi, le conflit syrien, c'est plusieurs guerres. Absolument. C'est d'abord la guerre des Syriens entre les Syriens, pour des raisons politiques, la démocratie, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi la guerre de manière interposée entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout. De toute façon, la solution finale, on le sait tous, enfin tous les diplomates le savent, il faudra réunir un jour tout le monde autour d'une bonne table. Mais tout le monde, c'est qui ? C'est tous ceux qui ont des intérêts et qui sont capables d'influer sur la scène syrienne. Et du poids, du coup. Et du poids, qui influe sur le théâtre syrien. C'est la Turquie,
il ne faut pas l'oublier, derrière la Turquie s'est déjà arrangée avec Poutine. C'est pour ça que, si vous voulez, la Turquie, qui était alliée au départ avec les États-Unis, eh bien, incline plus avec Poutine. Parce que qu'est-ce qu'elle obtient de Poutine? Elle obtient que les Kurdes eh bien, ne pourront pas faire conquérir des villes. Donc ils joueront un rôle, peut-être pas tout de suite forcément. Alors, mais l'Arabie Saoudite, oui, et l'Iran, c'est incontestable. Ouais. Je reviens vers vous, Elena. En quoi les négociations d'Astana vont-elles changer et qu'est-ce qui va changer de manière générale d'ailleurs depuis Genève? On a les mêmes délégations quasiment qui partent à Astana. Ça n'a pas marché à Genève. Pourquoi ça pourrait marcher à Astana? Alors, ce n'est pas exactement les mêmes personnes qui vont aller à Astana qu'à Genève, puisqu'à Genève, on avait surtout mais les délégations du régime syrien et des rebelles risquent d'être les mêmes. Eh bien non, justement, les délégations des rebelles, elles vont être peut-être représentées par les mêmes personnes, mais au sein des délégations, on va avoir des gens qui ne sont jamais allés à Genève, à savoir des chefs de guerre, des combattants. Donc ça peut changer. Et ça, c'est très important. Il y a plus de chances que ça marche à Astana? Alors, aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce qui sera discuté à Astana. Il faut être objectif par rapport à ça. C'est-à-dire que les pays qui organisent ces pourparlers n'envoient pas leurs ministres, ils envoient des vice-ministres, ils envoient des directeurs de département, de ministère de la Défense, des Affaires étrangères. Ça va être des discussions très techniques et très concrètes avec ces chefs de guerre sur la situation militaire sur le terrain, à savoir comment est-ce qu'on fait pour faire respecter le cessez-le-feu, comment est-ce qu'on met en place une aide humanitaire pour les populations, où est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour cesser des offensives locales, pour reprendre telle ou telle région, telle ou telle province. Donc, il ne faut pas être naïf par rapport à ces négociations. Très probablement, il n'y aura pas de discussion vraiment politique sur l'avenir de la Syrie. Il n'y aura peut-être pas de percée la semaine prochaine, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Elena. En 30 secondes. Alors, ce qui change à Astana, et ce qu'on peut mettre au crédit selon qu'on est un adversaire ou un partisan de Bachar el-Assad, c'est que Bachar el-Assad va proposer à Astana qu'il soit possible de conclure des cessez-le-feu locaux avec les divers groupes sur le terrain. C'est-à-dire, petit à petit, un pas après l'autre, nouer des cessez-le-feu, si vous voulez, locaux, selon, probablement autour, parce que l'autre grande ville, ça va être Idlib qui va faire l'objet de combat. Donc voilà, c'est une nouvelle mécanique, à mon avis, qui n'existait pas avant et qui peut peut-être marcher. Merci beaucoup, Taoufik Ben Aïchouch, donc notre confrère de RFI. Et merci à vous, Elena, depuis Moscou. Nous avons bien compris qu'il faisait un peu plus chaud qu'ici à Paris. Merci beaucoup, Elena. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.